Le 14 août 1827, dans la plantation de riz entourant Charleston, en Caroline du Sud, un propriétaire terrien nommé Josiah Crane fut retrouvé mort dans sa bibliothèque. Son crâne avait été écrasé de manière si complète que les médecins ayant examiné le corps rapportèrent des fragments d'os incrustés dans le bureau en acajou situé à 1,80 mètres. Le rapport du coroner, encore conservé dans les archives du comté de Charleston, décrivait des blessures compatibles avec une compression par des mains d'une taille et d'une force extraordinaire, dépassant la capacité humaine normale. Le seul suspect était une femme mesurant 2,03 mètres, pesant plus de 109 kg de muscles solides et qui avait disparu dans la nuit d'août sans laisser de traces. Pendant près de 2 siècles, les historiens locaux ont débattu pour savoir si Sarah Drummond avait vraiment existé ou si elle n'était qu'une légende née de la culpabilité et de la peur. Mais les dossiers médicaux, les documents de vente et les témoignages oculaires suggèrent de quelque chose de bien plus troublant, qu'elle était absolument réelle et que ce qui s'était passé dans cette bibliothèque était l'aboutissement inévitable d'une horreur qui s'était construite pendant des années. Avant de continuer avec l'histoire de Sarah Drummond et la nuit qui choqua la société de Charleston jusqu'au silence pendant des générations, je veux vous poser une question. Si vous êtes fasciné par les mystères historiques véritables qui brouillent la frontière entre faits documentés et légendes terrifiantes, abonnez-vous maintenant et laissez un commentaire indiquant votre état ou votre ville. Je lis chaque commentaire et j'adore savoir que ces histoires américaines oubliées atteignent des gens à travers le pays. Maintenant, revenons au point où ce cauchemar a réellement commencé. L'histoire de Sarah Drummond ne commence pas par la violence, elle commence par l'argent. Au printemps 1823, le port de Charleston connaissait l'une de ses saisons commerciales les plus intenses depuis des décennies. Des navires arrivaient chaque semaine des Caraïbes, d'Afrique de l'Ouest, des régions productrices de tabac de Virginie, tous transportant des cargaisons humaines à vendre sur les marchés de Charmer Street et de Gadsden's Wharf. Charleston n'était pas seulement une ville portuaire, c'était le cœur battant du commerce d'esclaves domestiques dans le Sud américain, un lieu où les fortunes se faisaient par l'achat et la vente d'êtres humains avec la même efficacité que des balles de coton ou des barils de riz. Les plantations de riz autour de Charleston étaient des opérations particulièrement brutales. Contrairement au champ de coton plus à l'intérieur des terres, la culture du riz exigeait que les travailleurs restent que debout dans l'eau, pendant des heures, dans des marais infestés de moustiques porteurs de malaria, de serpents venimeux et d'alligators. Le taux de mortalité parmi les travailleurs esclaves dans les plantations de riz était stupéfiant. Certaines estimations historiques suggèrent qu'environ 30% des esclaves travaillant dans les champs de riz mouraient au cours de leur première année. Le travail était si dangereux, si épuisant, si mortel que les propriétaires de plantations devaient constamment acheter de nouveaux travailleurs pour remplacer ceux qui étaient martyrs et morts. Cela créait une économie perverse. Les négociants d'esclaves parcouraient les États du Sud à la recherche de travailleurs forts et sains, capables de supporter la brutalité des marais de riz. Et parfois, ils trouvaient quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui valait un prix extraordinaire. En mars 1823, un négociant d'esclaves nommé Caleb Rutherford arriva à Charleston avec un groupe de 37 personnes qu'il avait achetées en Virginie et en Caroline du Nord. Parmi elles se trouvait une jeune femme, peut-être âgée de 19 ou 20 ans, qui attira immédiatement l'attention pour une raison incontestable. Elle était énorme. Les récits contemporains provenant des registres de la maison de vente la décrivent comme mesurant près de 2,13 mètres, avec une carrure et une musculature inhabituelles. Les témoins lors de la vente aux enchères rapportèrent qu'elle devait se pencher pour entrer dans les portes et que ses mains étaient si grandes qu'elles pouvaient entourer entièrement la tête d'un homme. Son prénom, selon les documents de vente, était Sarah. Aucun nom de famille n'avait été enregistré dans les papiers de vente initiaux, comme c'était la pratique courante.
Elle est Emitete Lacone dans une petite ferme du Piémont, en Caroline du Nord, fille d'une femme esclave dont le nom s'est perdu dans l'histoire. D'après les documents épars qui subsistent, il semble que Sarah souffrait d'une condition que la médecine moderne reconnaîtrait comme un gigantisme hypophysaire, un trouble rare causé par un excès d'hormones de croissance, généralement dû à une tumeur bénigne de l'hypophyse. Dans les années 1820, cependant, aucune telle compréhension médicale n'existait. Pour les gens qui la voyaient, Sarah n'était qu'une curiosité de la nature, un phénomène, et potentiellement très précieux. La vente eut lieu un mardi humide de fin mars. La maison de vente sur Chalma Street était remplie de planteurs, de marchands et de curieux ayant entendu des rumeurs sur la femme géante. Lorsque Sarah fut amenée sur le podium, encore enchaînée aux poignets et aux chevilles, un murmure parcourut la foule. Elle était presque d'une tête plus grande que le commissaire-priseur, un homme corpulent nommé James Vanderhorst, qui avait réalisé des milliers de ventes de ce type, mais admis plus tard à des amis qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Les enchères commencèrent à 400 $, une somme déjà substantielle. En quelques minutes, elles atteignirent 800, puis 1000. Les planteurs criaient à leurs offres, chacun essayant de surenchérir, voyant en Sarah non seulement une travailleuse, mais un spectacle, quelqu'un qui pouvait attirer les visiteurs, quelqu'un qui pouvait être exhibé. L'enchère gagnante vint d'un homme se tenant au fond de la salle. Il s'appelait Josiah Crane et paya 1 300 $ pour Sarah Drummond. Ce fut l'un des prix les plus élevés jamais enregistrés pour une seule personne esclave lors d'une vente à Charleston cette année-là. Crane était un planteur de riz possédant une plantation de taille moyenne appelée Marsh Bend, située à environ 29 km au sud-ouest de Charleston, au cœur des marais et rivières sinueuses qui caractérisaient le Low Country. Il avait 42 ans, était daddy veuf et avait la réputation, parmi les autres planteurs, d'un homme qui dirigeait sa plantation d'une main de fer et qui n'avait aucune patience pour ce qu'il appelait la mollesse dans la gestion des esclaves. Alors que Sarah était emmenée loin du bloc d'enchères, ses poignets maintenant marqués du sceau de propriété de Crane gravé dans un collier de cuir autour du cou. Les témoins rapportèrent qu'elle ne fit aucun bruit. Elle ne pleura pas, elle ne résista pas. Elle regardait simplement droit devant avec des yeux sombres et impénétrables. Son immense carrure se mouvait avec une étrange grâce silencieuse malgré les chaînes. Personne lors de cette vente ne pouvait savoir ce qu'ils venaient de voir. Ils ne pouvaient pas savoir qu'ils assistaient au début d'une histoire qui se terminerait dans le sang, le mystère et une légende qui entrait le Low Country pendant des générations. Mais peut-être aurait-il dû se douter de quelque chose, car selon les archives, lorsque Crane mena Sarah vers son chariot pour le voyage jusqu'à Marsh Bend, une vieille femme dans la foule, une femme noire libre vendant des fleurs près du marché, fut entendue dire « Cet homme vient d'acheter sa propre mort ». La plantation Marsh Bend représentait tout ce pourquoi le Low Country était connu et tout ce qui en faisait un enfer vivant pour ceux qui y étaient contraints à travailler. La maison principale était une structure à 2 étages de style géorgien avec des colonnes blanches et une large véranda surplombant les champs de riz, s'étendant jusqu'à la rivière Ashley. Derrière la maison principale se trouvait la cuisine, la cabane du surveillant, une grange, un moulin à riz et une rangée de 12 cabanes d'esclaves faites de bois brut avec des sols en terre et sans fenêtres. Au-delà se trouvaient les champs, des centaines d'acres de rizières soigneusement aménagés, reliés de par un système complexe de digues, de canaux et d'écluses contrôlant le flux des marées, essentiels à la culture du riz. Lorsque Sarah arriva à Marsh Bend à la fin mars 1823, elle fut assignée à la cabine numéro 7, qu'elle partagerait avec 5 autres femmes. Le surveillant, un homme mince et nerveux, nommé Porter Grimble, semblait visiblement perturbé par sa taille. Selon une lettre qu'il écrivit à son frère, en Colombie, encore conservée dans les archives de la South Carolina Historical Society, il décrivait Sarah comme une créature de dimension si surnaturelle qu'elle devait se courber pour entrer dans la cabane. Et lorsqu'elle se tenait à sa hauteur totale,
Elle ressemblait plus à un colosse antique qu'à une femme chrétienne. Mais Josiah Crane n'avait pas payé 1300 $ pour que Sarah travaille simplement dans les champs. Il avait autre chose en tête. Dès la première semaine de son arrivée, Crane commença à exhiber Sarah à ses visiteurs. Il invitait des planteurs voisins, des marchands de Charleston et même des gentlemen voyageurs à Marsh Bend, spécifiquement pour voir le géant qu'il avait acquis. Sarah était amenée dans la maison principale, mise à se tenir dans le salon ou sur la véranda avant, et ordonnée de montrer sa taille et sa force. Crane lui faisait soulever de lourds objets, des barils de riz, des enclumes en fer, même des porcs adultes. Il se tenait à côté d'elle pour que les visiteurs puissent constater la différence de taille dramatique. Il lui faisait étendre les mains pour que les hommes de place n'y les leurs à l'intérieur et s'émerveillent de la différence. Une entrée de journal d'un médecin de Charleston, le docteur Edmund Porcher, qui visita Marsh Bend en mai 1823, offre un aperçu glaçant de ces exhibitions. Le docteur Porcher écrivit « Monsieur Crane a acquis un spécimen féminin d'une proportion des plus extraordinaires. Elle mesure au moins 1,98, peut-être plus, avec des mains et des pieds de dimensions telles que je pouvais à peine croire mes propres mesures. Sa force semble proportionnelle à sa taille. J'ai observé qu'elle soulevait un baril de riz pesant pas moins de 136 kilos, avec une aisance apparente. Monsieur Crane m'informe qu'il a reçu de nombreuses offres pour l'acheter, mais il refuse, car elle est devenue une véritable attraction dans notre comté. Je confesse que la voir a produit en moi une sensation troublante, comme si la nature elle-même expérimentait des proportions au-delà des limites normales de la forme humaine. Pour Sarah, ces exhibitions n'étaient que le début de ses souffrances à Marsh Bend. Lorsqu'elle n'était pas exhibée pour les invités de Crane, elle était mise au travail dans les champs de riz dans des conditions qui auraient brisé la plupart des gens en quelques mois. La culture du riz dans le Low Country de Caroline du Sud était un travail harassant et dangereux. Les travailleurs entraient dans les champs inondés avant l'aube, restant debout dans l'eau jusqu'aux cuisses pendant 10 à 12 heures, penchés sous le soleil brûlant, plantant, désherbant ou récoltant le riz. L'eau était saumâtre, remplie de sangsues et de serpents d'eau. L'air bourdonnait de nuées de moustiques, la chaleur était étouffante, aggravée par l'humidité provenant des marais. La taille extraordinaire de Sarah faisait d'elle à la fois un atout et une cible. Elle pouvait porter des charges nécessitant 2 ou 3 travailleurs normaux. Elle pouvait utiliser les lourds pilons en bois pour battre le riz avec une rapidité et une puissance qui étonnaient même le surveillant. Mais sa visibilité la rendait aussi vulnérable. Lorsque Crane voulait donner l'exemple pour montrer ce qui arrivait à ceux qui travaillaient trop lentement ou faisaient preuve de défi, il choisissait souvent Sarah, non pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce que punir quelqu'un de sa taille envoyait un message. Personne n'était au-delà de son contrôle. Les punitions étaient sauvages. Les archives historiques des plantations de riz documentent l'utilisation de poteaux de flagellation, de piloris en bois et d'un appareil appelé le bumbuck, où une personne était forcée de s'asseoir avec les genoux repliés, un bâton placé sous les genoux et sur les bras, la maintenant immobilisée dans une position agonisante pendant des heures. Sarah connut toutes ces épreuves. Les lettres du surveillant Grimble mentionnent au moins 3 occasions durant la première année de Sarah à Marsh Bend, où elle fut punie publiquement pour insolence ou pour avoir refusé d'être exhibée. Mais Sarah ne céda pas, du moins pas de la manière attendue par Crane. Selon le témoignage d'autres esclaves de Marsh Bend, recueillis seulement des années plus tard dans des circonstances très différentes, Sarah devint quelqu'un que la communauté craignait et sur qui elle comptait. Sa force servait aux tâches les plus ardues, déplacer les imposantes vannes contrôlant le flux d'eau dans les rizières, transporter le bois pour les réparations, sortir les bateaux de l'eau. Mais sa présence avait aussi un rôle protecteur. On racontait qu'elle se plaçait entre le fouet d'un surveillant et un enfant trop jeune pour travailler, mais qu'elle était frappée quand même. Des histoires circulaient sur elle, portant des travailleurs effondrés par la chaleur jusqu'à leur cabane,
ou restant silencieuse mais immobile lorsque Crane tentait de séparer des mères de leurs enfants lors de ventes vers d'autres plantations. Sarah parlait rarement. Lorsqu'elle le faisait, sa voix était basse et assurée, portant une autorité qui semblait contredire son statut de propriété. Certains des plus anciens esclaves de Marsh Bend commencèrent à l'appeler Grande Sarah, ou simplement le mur, car une fois qu'elle décidait de se tenir quelque part, rien ne pouvait la déplacer sans force, et Josiah Crane commençait à réaliser que la force seule pourrait ne pas suffire. La première confrontation sérieuse entre Crane et Sarah eut lieu à l'été 1824, environ 15 mois après son arrivée à Marsh Bend. Un gentleman de Charleston, nommé Augustus Petton, avait entendu parler de la femme esclave géante et se rendit à Marsh Bend avec une offre. Il paierait $300 à Crane pour emmener Sarah à Charleston pendant 2 semaines, afin de l'exhiber dans une exposition itinérante qu'il organisait, présentant curiosités naturelles et scientifiques. L'exposition comprendrait des spécimens conservés, des appareils mécaniques et Sarah comme pièce maîtresse vivante. Crane accepta immédiatement. La perspective de gagner de l'argent tout en augmentant sa notoriété dans la société de Charleston était trop tentante pour être refusée. Il informa Sarah de l'arrangement, s'attendant à ce qu'elle se conforme comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, quelque chose était différent. Selon le témoignage d'une servante nommée Ruth, présente lors de la conversation, Sarah regarda Crane directement et dit très calmement « Je n'irai pas ». Crane fut stupéfait. En 1 an et demi de possession de Sarah, elle n'avait jamais refusé directement un ordre. Il répéta sa commande, sa voix montant. Sarah répéta son refus, sa voix restant basse et ferme. Le visage de Crane devint rouge. Il fit venir le surveillant. Il ordonna que Sarah soit immédiatement conduite au poteau de flagellation. Ce qui se passa ensuite devint un sujet de discussions intenses parmi les esclaves de Marsh Bend et fut murmuré pendant des années. 4 hommes, dont le surveillant Grimble, tentèrent de forcer Sarah vers le poteau. Elle ne se battit pas exactement. Elle s'arrêta simplement. Elle planta ses pieds et devint un poids, mort. Les 4 hommes tirèrent, poussèrent, la frappèrent à coups d'hommes de poing et de canne, mais Sarah ne bougea pas. Il fallut 8 hommes utilisant des cordes et finalement menaçant de frapper d'autres esclaves si elle ne se conformait pas avant que Sarah ne marche enfin vers le poteau. La punition fut sévère, 30 couteaux de fouet avec une lanière de cuir tressée. Les témoins rapportèrent que Sarah ne fit aucun bruit pendant le châtiment, même lorsque le sang transperça sa robe de coton rugueux. Une fois l'épreuve terminée et libérée du poteau, elle retourna seule à sa cabine, le dos lacéré, mais sa posture restait aussi droite que jamais. Elle n'alla pas à Charleston. Humilié devant son surveillant et ses travailleurs, Crane annonça finalement à Petton que l'affaire était annulée, inventant l'excuse que Sarah était tombée malade. Mais quelque chose avait changé à Marsh Bend. Les autres esclaves avaient bien vu que Sarah pouvait être blessée. Oui, mais ils avaient aussi vu qu'elle pouvait faire reculer Josiah Crane. Cela effraya Crane plus qu'il ne voulait l'admettre. Au cours de l'année suivante, un équilibre précaire se développa. Crane continua d'exhiber Sarah aux visiteurs, mais cessa de tenter de l'emmener hors de la plantation. Sarah continua à travailler dans les champs avec la même force calme et implacable. Les punitions continuèrent, mais devinrent moins fréquentes, comme si Crane comprenait que chacune diminuait son autorité plutôt que de la renforcer. Mais sous la surface de cette routine quotidienne, quelque chose d'autre grandissait, quelque chose qui connaîtrait une terrible concrétisation lors d'une chaude nuit d'août 1827 et qui changerait tout. Car au printemps 1826, Sarah tomba enceinte. Le père de l'enfant de Sarah ne fut jamais officiellement enregistré, mais les témoignages des autres esclaves de Marsh Bend racontent une histoire cohérente. Il s'appelait Marcus, un homme d'environ 30 ans qui travaillait comme charpentier à la plantation, spécialisé dans les travaux de menuiserie nécessaires pour entretenir les moulins à riz et les systèmes de vannes. Marcus était arrivé à Marsh Bend 2 ans avant que Sarah ne soit achetée, lors d'une vente de succession à Georgetown.
C'était un homme calme et réfléchi, capable de réparer presque tout, ayant perdu sa femme et sa fille lorsqu'elles furent vendues des années auparavant. La relation entre Marcus et Sarah était, de tout point de vue, née du respect mutuel plutôt que de la passion. Dans un monde où tant leur avait été pris, où leur corps et leur travail appartenaient à autrui, ils trouvèrent en l'autre une forme de partenariat, s'asseyant ensemble le soir après le travail, parlant doucement à l'extérieur des cabanes. Marcus racontait à Sarah les lieux qu'il avait visités, les choses qu'il avait construites. Sarah, qui avait été déplacée tant de fois dans sa jeunesse qu'elle se souvenait à peine du visage de sa mère, écoutait. Lorsque Sarah découvrit sa grossesse au début de 1826, la nouvelle se répandit rapidement dans les quartiers des esclaves. La grossesse dans une plantation était toujours compliquée, représentant à la fois l'espoir et un nouvel effroi. Un enfant signifiait continuité, famille, la possibilité de quelque chose au-delà de l'interminable labeur. Mais cela signifiait aussi vulnérabilité, une vie supplémentaire pouvant être menacée, vendue, utilisée comme levier. Et dans une plantation appartenant à quelqu'un comme Josiah Crane, cela signifiait danger. La grossesse de Sarah fut difficile dès le départ. Sa taille, ce qui l'avait rendue précieuse aux yeux de Crane, rendait porter un enfant physiquement éprouvant. Elle continua de travailler dans les champs pendant les premiers mois de grossesse, comme toutes les femmes esclaves étaient censées le faire. Mais les autres femmes de Marsh Bend remarquèrent qu'elle se déplaçait plus lentement, qu'elle s'arrêtait parfois pour se tenir le bas du dos, son visage trahissant un rare éclair de douleur. Crane remarqua également, mais pour d'autres raisons. Une femme esclave enceinte représentait, dans ses calculs, une propriété supplémentaire, une personne qu'il pouvait posséder, vendre ou exploiter. Il commença à parler ouvertement de l'enfant, disant aux visiteurs qu'il s'attendait à ce que le nourrisson ait une taille inhabituelle, compte tenu des dimensions extraordinaires de sa mère, et spéculant sur le prix que cet enfant pourrait atteindre lorsqu'il serait assez âgé pour être vendu. Ces commentaires, entendus par les domestiques et rapportés au quartier, remplirent Sarah d'une froide terreur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle avait enduré coups, humiliations, épuisement, faim, mais penser que son enfant serait traité comme Crane l'avait traité, exhibé comme un animal, puni pour divertissement, peut-être finalement vendu, était quelque chose de différent, d'insupportable. Marcus remarqua le changement chez Sarah. Elle devint encore plus silencieuse que d'habitude, le visage dur, les yeux distants. La nuit, elle s'asseyait devant la cabine, les mains sur son ventre, regardant vers la maison principale, avec une expression qui effrayait même ceux qui la connaissaient bien. En novembre 1826, Sarah reçut l'ordre de cesser le travail au champ et se vit assigner des tâches plus légères autour de la plantation. Décortiquage du riz, raccommodage, travaux dans le potager de la cuisine. Son ventre était devenu énorme, et il lui était difficile de se mouvoir avec son aisance habituelle. Mais même dans cet état diminué, elle restait une présence imposante. Les travailleurs de la cuisine rapportèrent que lorsqu'elle se tenait dans l'embrasure de la cuisine, elle bloquait entièrement la lumière du soleil. L'accouchement eut lieu à la fin janvier 1827, pendant l'une des nuits les plus froides de l'hiver. Sarah entra en travail juste après minuit, assistée de 2 vieilles esclaves servant de sages-femmes pour la communauté de la plantation, une femme nommée Esther et une autre nommée Dinah. L'accouchement fut long et extrêmement difficile. Sarah, qui n'avait jamais crié lors des coups, hurla cette nuit-là. Le son porta à travers les champs gelés et atteignit la maison principale où Crane fut réveillé par le bruit. Selon son propre témoignage ultérieur, il alluma une lanterne et marcha vers les quartiers des esclaves, se tenant devant la cabine 7 et écoutant les sons à l'intérieur. Juste avant l'aube, le bébé naquit. Un garçon. Il était grand pour un nouveau-né, pesant près de 5 kilos, mais semblait autrement sain et normal. Lorsque le bébé pleura, Esther témoignera plus tard. Sarah pleura pour la première fois que quelqu'un à Marsh Bend avait vu. Elle tint son fils contre sa poitrine, examinant ses petites mains,
son visage, murmurant des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. Marcus fut autorisé à entrer peu après la naissance. Il se tint à côté de Sarah, regardant l'enfant, et ceux qui étaient prélignes présents rapportèrent qu'un échange silencieux ou une décision tacite eut lieu entre eux. Sarah nomma son fils Jacob. C'était un nom biblique courant parmi les esclaves, portant des connotations de lutte et de survie. Pendant quelques semaines brèves, malgré tout, il y eut quelque chose qui ressemblait à du bonheur dans la cabine 7. Sarah allaitait Jacob, le tenait pendant des heures, lui chantait une voix basse qui résonnait comme un tonnerre lointain. Marcus fabriquait de petits jouets pour le bébé, de minuscules animaux en bois qu'il déposait dans le berceau qu'il avait construit. Mais Josiah Crane observait et attendait. À l'été 1827, Jacob avait 6 mois. Il grandissait rapidement, déjà plus grand que la plupart des bébés de son âge, et avait commencé à sourire et à tendre les mains potelées vers les objets. Sarah était retournée au travail, mais des tâches plus légères que précédemment, principalement autour des bâtiments de la plantation. Elle gardait Jacob avec elle chaque fois que possible, le portant sur sa hanche ou son dos pendant qu'elle travaillait, ne le quittant jamais des yeux trop longtemps. Marcus avait construit pour eux une meilleure cabane, utilisant du bois de récupération et ses compétences pour améliorer la structure, ajoutant une vraie porte avec loquet et une petite fenêtre avec volet. C'était toujours une cabane d'esclaves, toujours à peine un abri adéquat, mais c'était la leur. Et à l'intérieur de ces murs rugueux, ils essayaient de construire quelque chose qui ressemblait à une famille. Mais à Charleston, les finances de Josiah Crane se détérioraient. Le marché du riz était instable depuis plusieurs années, et Crane avait fait quelques investissements désastreux dans une entreprise de transport maritime qui s'était effondrée. Il devait de l'argent à plusieurs créanciers qui devenaient insistants. En juillet 1827, Crane faisait face à la possibilité réelle de perdre Marchband entièrement s'il ne pouvait pas lever rapidement des capitaux. La solution dans son esprit était simple, vendre certains de ses esclaves. Il pourrait vendre 5 ou 6 personnes et rembourser suffisamment de dettes pour stabiliser sa position. La question était, lesquelles? Par un après-midi humide de début août, un marchand d'esclaves nommé Nathaniel Gaden arriva à Marchband. Gaden était bien connu sur le marché de Charleston, un homme spécialisé dans l'achat d'esclaves auprès de planteurs en difficulté financière, puis dans leur revente aux enchères ou à des propriétaires de plantations plus au sud, en Géorgie et en Floride. Il avait la réputation de négocier durement et de se moquer de l'endroit où les familles se retrouvaient après son achat. Crane et Gaden passèrent plusieurs heures à parcourir la plantation, inspectant les esclaves, discutant de leur âge, de leurs compétences et des prix potentiels. Lorsqu'ils arrivèrent près du jardin de la cuisine où Sarah travaillait, Jacob endormi dans une écharpe sur son dos, Gaden s'arrêta et fixa la scène. La conversation qui suivit fut entendue par un jeune garçon nommé Peter qui devait transporter de l'eau, mais s'était caché derrière un tas de bois assez près pour entendre. Le témoignage de Peter, donné de nombreuses années plus tard, constitue le seul compte rendu direct de ce qui fut dit. Gaden, mon Dieu, est-ce la femme géante dont j'ai entendu parler? Crane, oui, c'est Sarah, 2,03 mètres, la travailleuse la plus forte que j'ai. Gaden, et l'enfant? Crane, son fils, environ 6 mois. Gaden s'approcha, faisant le tour de Sarah tandis qu'elle continuait à travailler, le visage impassible. Il semblait particulièrement intéressé par Jacob. Gaden, combien pour l'enfant? Les mains de Sarah s'arrêtèrent peu de bouger. Elle ne se retourna pas, mais tout son corps se rigidifia. Crane, je n'avais pas envisagé de le vendre séparément. Gaden, j'ai un acheteur à Savannah. Une famille sont riches, cherchant un serviteur domestique qu'ils peuvent se former dès l'enfance. Ils paient des prix élevés pour les enfants. Travail léger, bonnes conditions. Je peux vous donner $400 pour ce bébé aujourd'hui. Un long silence s'installa. Sarah se tourna lentement pour les faire face, tenant toujours sa houe, le visage absolument vide. Crane, $400. Gaden, aujourd'hui, en espèces.
Je l'emmène avec moi cet après-midi. » Peter rapporta que Sarah émit alors un son bas dans sa gorge, semblable à celui d'un animal, mais elle ne parla pas. Crane la regarda, puis Gaden. « Crane, je dois réfléchir. » Mais tous ceux qui avaient entendu cette conversation connaissaient où est la vérité. Josiah Crane avait plus besoin de $400 que de garder un bébé de 6 mois sur sa plantation. Ce n'était qu'une question de temps. Cette nuit-là, dans la cabine 7, Sarah et Marcus parlèrent à voix basse jusqu'à tard dans la nuit. Personne ne sait exactement ce qu'ils se dirent, mais la décision qu'ils prirent allait et résonnait à travers l'histoire. Le lendemain matin, 13 août 1827, Marcus avait disparu. Il s'était évaporé pendant la nuit, n'emportant rien avec lui, sauf les vêtements sur son dos. Un esclave fuyant une plantation n'était pas inhabituel, bien que ce fût extrêmement dangereux. Les routes étaient patrouillées. Des chasseurs d'esclaves opéraient dans toute la Low Country avec des chiens et des armes. La punition pour ceux qui étaient comme des capturés était sauvage. Mais Marcus ne s'enfuit pas seul, car caché dans la doublure de son manteau, cousu par Sarah elle-même, se trouvait une carte détaillée de la plantation, des environs et du chemin vers Charleston, accompagnée d'une lettre. La lettre était adressée à quiconque à Charleston pourrait aider, expliquant que Josiah Crane prévoyait de vendre un bébé et suppliant pour une intervention, pour de l'aide, pour tout ce qui pourrait empêcher cela. C'était un plan désespéré, presque certainement voué à l'échec, mais c'était le seul qu'ils avaient. Crane fut informé de la disparition de Marcus juste après l'aube. Sa réaction fut explosive. Il ordonna au surveillant Grimble d'organiser immédiatement une équipe de recherche et de contacter la patrouille d'esclaves pour envoyer des cavaliers à Charleston surveiller les routes. La plantation fut en chaos toute la matinée, alors que des hommes à cheval se dispersaient dans les marais et champs alentours à la recherche du moindre signe de Marcus. Ils le trouvèrent peu après midi, à environ 13 km de Marsh Bend, essayant de traverser un ruisseau. La patrouille d'esclaves avait des chiens, et Marcus avait laissé une trace dans la boue meuble près de l'eau. Ils le ramenèrent à Marsh Bend, lié avec des cordes, le corps couvert de morsures de chien aux bras et aux jambes, mais encore vivant. Ce qui se passa ensuite devint l'objet de témoignages dans plusieurs procédures judiciaires au cours des mois suivants, bien que les récits varient selon les témoins et le moment. Crane ordonna que Marcus soit immédiatement conduit au poteau de flagellation. Il annonça qu'il administrerait personnellement la punition et qu'elle serait assez sévère pour servir d'avertissement à quiconque envisagerait de fuir. Toute la communauté d'esclaves fut forcée de se rassembler et de regarder. Sarah fut placée à l'avant, tenant Jacob. La punition fut brutale, même selon les normes de l'époque et du lieu. 50 coups de fouet avec une lourde lanière de cuir. Marcus fut attaché au poteau, sa chemise arrachée. Crane brandit lui-même le fouet, mettant toute sa force dans chaque coup. Le sang apparut sur le dos de Marcus après le 5e coup. Après le 10e, sa peau était déchirée à plusieurs endroits. Après le 20e, il avait cessé de crier et pendait, inerte, contre les cordes. Sarah observa tout, son visage semblable à de la pierre sculptée, ses bras entourant Jacob, qui pleurait maintenant, effrayé par les bruits et l'atmosphère de violence. Les témoins rapportèrent que les yeux de Sarah ne quittèrent jamais le visage de Marcus, et que Marcus, dans les brefs instants où il était conscient, ne regardait qu'elle. Une fois terminé, Marcus fut détaché et traîné jusqu'à sa cabine, à peine conscient. Crane se tourna vers l'assemblée, le visage rouge et en sueur, le sang sur sa chemise. Il annonça que quiconque aiderait un fugitif ou saurait qu'une évasion était prévue et ne la signalerait pas, subirait le même châtiment. Puis, il renvoya tout le monde au travail. Tout le monde sauf Sarah. Crane s'approcha d'elle, se tenant assez près pour qu'elle doive le regarder de haut en bas. Il était un homme de taille moyenne et, à côté de Sarah, il semblait presque enfantin, mais sa voix était dure et froide. « Demain matin, dit-il, Monsieur Gadston revient et il emmènera votre fils. Vous ne résisterez pas. Vous remettrez l'enfant calmement. Si vous causez le moindre problème, si vous faites une scène, je ferai battre Marcus à nouveau.
et cette fois, il ne survivra pas. Comprenez-vous? Sarah ne dit rien. Elle se contenta de fixer Crane de ses yeux sombres et insondables. Après un long moment, Crane se détourna et retourna à la maison principale. Cette nuit-là, la plantation était d'un calme inhabituel. Même les sons normaux du marais semblaient étouffés, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Dans la cabine 7, Sarah s'assit par terre, tenant Jacob, le berçant lentement pendant qu'il dormait. Dans une autre cabine, Marcus était allongé sur le ventre, son dos lacéré soigné avec des graisses et des herbes par les autres esclaves, dérivant entre conscience et inconscience. Et dans la maison principale, Josiah Crane était assis dans sa bibliothèque, passant en revue ses registres comptables, calculant comment les $400 de la vente de Jacob soulageraient de ses pressions financières immédiates. Il buvait du brandy et regardait occasionnellement par la fenêtre vers les quartiers des esclaves, le visage préoccupé malgré sa certitude d'avoir pris la bonne décision. Personne ne savait que la nuit suivante se terminerait dans le sang, le mystère et une légende qui ne seraient jamais véritablement résolus. Le 14 août 1827 se leva chaud et oppressivement humide, le genre de journée d'été dans le Low Country où l'air semble suffocant. Le soleil se leva rouge sang sur les rizières, filtré à travers la brume d'humidité des marais. Plus tard, les gens se souviendraient de ce détail, comme si la nature elle-même les avait avertis de ce qui allait arriver. Sarah se leva avant l'aube, comme à son habitude. Elle alla allaiter Jacob, le changer, l'habiller avec les vêtements les plus propres qu'elle possédait, une petite robe de coton qu'elle avait cousue elle-même. Elle le tint contre elle et lui murmura longtemps des mots que personne d'autre n'entendit. Puis elle le plaça soigneusement dans le berceau en bois que Marcus avait fabriqué et se mit au travail. Toute la matinée, Sarah travailla dans le jardin de la cuisine avec une sorte d'efficacité mécanique. Les autres femmes travaillant près d'elle rapportèrent qu'elle ne parlait à personne, n'accusait réception de personne, se contentant d'accomplir ses tâches avec un visage impassible et des mouvements précis. Plusieurs personnes ne tentèrent que de lui parler pour offrir sympathie ou soutien, mais elle ne répondit pas. C'était comme si elle s'était retirée profondément en elle-même, dans un endroit inaccessible à quiconque. Vers la fin de la matinée, Nathaniel Gadsden arriva à Marsh Bend dans une charrette conduite par son assistant, un jeune homme dont le nom n'est pas enregistré. Gadsden se rendit directement à la maison principale et fut conduit dans la bibliothèque de Crane, où les deux hommes finalisèrent leur transaction. $400 en espèces contre des papiers de propriété, rédigés à la hâte pour un nourrisson nommé Jacob, âgé de 6 mois, propriété de Josiah Crane, désormais vendu à Nathaniel Gadsden. À midi, Crane envoya dire à Sarah qu'elle devait amener l'enfant à la maison principale. Le message fut transmis par une domestique nommée Ruth, chargée de la tâche peu enviable de se rendre au jardin de la cuisine pour dire à Sarah qu'il était temps de remettre son fils. La réaction de Sarah fut inattendue. Elle hocha simplement la tête. Elle posa sa houe, essuya ses mains sur sa robe et se dirigea calmement vers la cabine 7. Elle en ressortit quelques minutes plus tard, portant Jacob, qui était éveillé et regardait autour de lui avec des yeux curieux. Elle marcha vers la maison principale sans se presser, sans hésiter, le visage toujours impassible. Les autres esclaves la regardaient partir, beaucoup en larmes. Certains s'attendaient à ce qu'elle s'enfuit, se défende, fasse quelque chose. Mais Sarah traversa simplement la cour d'un pas régulier, monta les marches de la maison principale et disparut à l'intérieur. Ce qui se passa dans les 15 minutes suivantes est connu grâce à plusieurs témoignages, principalement ceux de Ruth, présente dans la maison, et du surveillant Grimble, appelé à intervenir pendant l'échange. Sarah entra dans la bibliothèque où Crane et Gaden attendaient. Elle se tenait juste à l'entrée, tenant Jacob contre sa poitrine. Crane fit signe qu'elle devait s'approcher. Elle fit 3 pas, puis s'arrêta. Les hommes attendaient qu'elle avance davantage, mais elle ne bougea pas. Après un silence pesant, Crane prit la parole. « Sarah, remets l'enfant à M. Gadsden. »
Sarah regarda Gadsden, puis Crane. D'une voix si basse qu'il fallut tendre l'oreille pour l'entendre, elle dit « S'il vous plaît ». C'était la première fois que quelqu'un à Marsh Bend entendait Sarah supplier pour quelque chose. Le visage de Crane se durcit. L'affaire était réglée. Sarah, remets-le maintenant. Les bras de Sarah se resserrèrent autour de Jacob. Sa voix monta légèrement. « S'il vous plaît, je travaillerai plus dur. Je ferai tout. Ne prenez pas mon enfant. » Gadsden se déplaça mal à l'aise. Crane se leva de derrière son bureau, la voix tranchante. « Tu te fourvoies, tu ne supplies pas, tu obéis. Remets l'enfant, tout de suite. » Pendant un long moment, Sarah ne bougea pas. Puis, lentement, elle regarda Jacob, l'embrassa sur le front et lui murmura quelque chose. Ses mains tremblantes pour la première fois depuis que quiconque l'avait vue, elle le tendit vers Gadsden. Ce dernier s'avança et prit Jacob de ses bras. Le bébé, sentant le changement, se mit à pleurer. Ce cri sembla briser quelque chose dans la pièce. Le visage de Sarah se contracta un instant, révélant une douleur brute avant qu'elle ne retrouve son impassibilité, les mains encore tendues, comme si elle ne pouvait pas croire qu'elles étaient désormais vides. Crane, peut-être saisi d'un semblant de remords, ou souhaitant simplement que la scène se termine, dit plus doucement « L'enfant sera bien traité, Sarah. Il va dans une bonne situation. Tu travailleras et, peut-être, un jour, tu pourras avoir d'autres enfants. Maintenant, retourne au travail. » Sarah baissa lentement les mains. Elle regarda Crane avec une expression que Ruth décrirait plus tard comme dépassant la haine, dépassant le désespoir, quelque chose de froid et définitif. Puis, elle tourna les talons et quitta la bibliothèque, la maison principale, pour retourner au quartier des esclaves. Gadsden partit de Marsh Bend peu après, Jacob enveloppé dans une couverture dans la charrette, pleurant sa mère. Sarah resta debout près de la cabine 7, regardant la charrette disparaître dans l'allée, immobile pendant presque 1 heure après que le véhicule eut disparu de la vue. L'après-midi se déroula dans une atmosphère étrange et tendue. Tout le monde à Marsh Bend savait qu'un événement terrible s'était produit, mais les routines de la plantation continuaient. Le travail devait être fait. Le riz ne se récolterait pas tout seul. Alors chacun retourna à ses tâches, avançant mécaniquement, tandis que l'esprit vagabondait ailleurs. Sarah reprit le travail également, mais quelque chose avait changé. Plusieurs témoins affirment que ses mouvements semblaient différents, plus délibérés, presque rituels. Elle travailla sans relâche tout l'après-midi, refusant la nourriture offerte, ne parlant à personne. Au coucher du soleil, le ciel peint d'orange profond et de violet, elle s'arrêta enfin. Elle se dirigea vers la cabine où Marcus se reposait, encore marqué par son châtiment. Elle entra sans frapper et s'assit près de son lit. Marcus était éveillé, le visage tiré par la douleur, mais les yeux attentifs. Selon les témoignages de ceux qui feignaient dans le sommeil mais écoutaient, Sarah et Marcus parlèrent à voix basse pendant près d'1 heure. Les mots exacts ne furent de jamais enregistrés, mais le ton fut décrit comme définitif, comme un adieu. À un moment, Marcus prit la main de Sarah dans la sienne, et ils restèrent amis, silencieux, longtemps. Lorsqu'elle se leva pour partir, Marcus dit quelque chose que plusieurs personnes entendirent tard clairement. « Tu fais ce que tu dois faire. » Sarah retourna à la cabine 7 alors que l'obscurité totale était tombée. Elle ne mangea pas le dîner. Elle s'assit sur le sol, le dos contre le mur, fixant le berceau vide que Marcus avait fabriqué, son visage éclairé par la lueur d'une seule bougie. Vers 21 heures, elle se leva, souffla la bougie et quitta la cabine. Plusieurs témoins la virent traverser les terres et de la plantation vers la maison principale. Sa silhouette était indubitable, même dans l'obscurité, grande et mouvante avec une grâce étrange et silencieuse. Un homme âgé, Solomon, témoin, l'interpella, demandant où elle allait. Sarah ne répondit pas. Elle continua son chemin. Vers 21h30, selon l'horloge qui fut plus tard retrouvée arrêtée à ce moment précis dans la bibliothèque de Josiah Crane, Sarah Drummond entra dans la maison principale par la porte de la cuisine. La maison principale était silencieuse cette nuit-là. Crane travaillait dans sa bibliothèque, là où il avait pris Jacob de ses bras, seulement 9 heures plus tôt,
feuilletant ses livres de contes et sirotant de temps en temps du brandy. Ruth préparait une chambre à l'étage, tandis qu'Isaac, le majordome, finissait la vaisselle dans le bâtiment de cuisine séparé. Personne ne vit Sarah entrer et se diriger vers la bibliothèque dans l'obscurité. Les minutes suivantes ont été reconstituées grâce aux preuves physiques et aux témoignages, surtout de Ruth, qui entendit des sons provenant de l'étage inférieur et descendit pour enquêter. Elle raconta, 3 jours plus tard, au magistrat de Charleston, avoir entendu d'abord la voix de Crane, en colère mais pas tout à fait criant, puis une autre voix, beaucoup plus basse, qu'elle reconnut immédiatement comme celle de Sarah. Ruth descendit prudemment, incertaine d'intervenir. Elle entendit Crane crier « Comment osez-vous entrer dans cette maison? Sortez immédiatement, ou je vous ferai fouetter jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tenir. » La réponse de Sarah était trop faible pour être comprise, mais elle provoqua un nouvel éclat de colère de Crane. « L'enfant est vendu, l'affaire est close. Tu n'as aucun droit soit ici. Tu ne possèdes rien, pas même toi-même. » Un bruit de meubles raclés suivit, comme si une chaise avait été brusquement poussée. Puis la voix de Crane, différente, plus haute, presque effrayée. « Reculez, ne vous approchez pas. Je vous préviens. » Ruth, terrifiée mais poussée par un instinct qu'elle ne comprenait pas, se plaça pour voir à travers la porte partiellement ouverte. Ce qu'elle vit resterait gravé dans sa mémoire pour toujours. Sarah se tenait au centre de la bibliothèque, la tête presque touchant le plafond. Crane avait reculé contre son bureau, pâle, une main cherchant derrière lui quelque chose. La lampe sur le bureau projetait des ombres sauvages, rendant la silhouette de Sarah encore plus gigantesque, presque inhumaine. « Je veux mon fils, » dit Sarah, calme, parfaitement steady. « Impossible, » répondit Crane. « Il est vendu. La loi me soutient. Tu es ma propriété, et cet enfant était ma propriété. J'avais tous les droits. Je veux mon fils. » Crane saisit un pistolet dans son bureau et le pointa sur Sarah, la main tremblante. « Je te tirerai dessus si tu fais un pas de plus. Je jure devant Dieu, je tirerai là où tu es. » Sarah le regarda, puis fit un pas en avant. « Arrête !» cria Crane, la voix brisée. « Je le ferai, je le ferai. » Sarah fit un autre pas. Elle était assez proche pour le toucher. Crane tira. Le coup de feu résonna dans la pièce. Ruth hurla. Quand la fumée se dissipa, Sarah était toujours debout. La balle l'avait atteinte à l'épaule gauche, traversant muscles et os, mais elle n'était pas tombée. À peine avait-elle bougé. Le sang se répandait sur sa robe, noire sous la lumière de la lampe, mais son visage restait impassible. Crane, horrifié, tenta de tirer une deuxième fois, mais ses mains tremblaient en métro. Sarah s'avança et saisit le pistolet des mains de Crane comme on prendrait un jouet à un enfant. Elle le jeta contre le mur, où il heurta le sol avec fracas. « Où était mon fils ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit Crane. « Gadsden l'a pris. Je jure que je ne sais pas. » Sarah resta un long moment à le regarder. Le sang s'écoulait de son épaule, tombant sur le sol. Quand elle parla à nouveau, sa voix était si faible que Ruth ne pouvait l'entendre que difficilement. « Tu as tout pris de moi, mon corps, mon travail, ma dignité, mon enfant. Tout. Qu'as-tu encore à prendre ? » « S'il te plaît, » murmura Crane. « S'il te plaît, je peux le retrouver. Je peux. Mais Sarah n'écoutait plus. Elle tendit les 2 mains et saisit la tête de Crane, ses énormes mains entourant son crâne comme on tiendrait un melon. Crane tenta de crier, mais le son fut immédiatement étouffé. Ruth tourna les talons et s'enfuit, hurlant à travers la cour. Derrière elle, elle entendit un bruit qu'elle décrivit comme un potiron écrasé, suivi du lourd tude d'un corps tombant. Quand le surveillant Grimbal et 2 hommes arrivèrent, environ 3 minutes plus tard, la bibliothèque était silencieuse. Grimbal, portant un fusil, s'attendait à de la violence. Ce qu'ils trouvèrent était pire, la finalité. Josiah Crane gisait sur le sol, à côté de son bureau, les yeux ouverts, fixant le vide. Son crâne avait été écrasé avec une force telle que le sang et la matière cérébrale avaient éclaboussé le bureau et les livres voisins. La preuve physique était indubitable,
Il avait été tué par la force compressive de mains d'une taille et d'une force extraordinaire. Sarah avait disparu. La fenêtre derrière le bureau, donnant sur les marais, était ouverte. Une traînée de sang menait du corps de Crane à l'extérieur, dans l'obscurité. Les hommes restèrent figés un instant, choqués. Grimble prit enfin le contrôle. Il envoya un cavalier à Charleston pour alerter les autorités, un autre pour rassembler tous les esclaves et former une équipe de recherche, et posta des gardes à la maison principale pour préserver la scène. Mais même en donnant ses ordres, Grimble savait au fond de lui qu'il ne retrouverait jamais Sarah Drummond. Les marais autour de Marsh Bend étaient vastes, sombres et traîtres. Une personne qui les connaissait bien pouvait disparaître dans ce désert et ne jamais être retrouvée. Et Sarah venait de tuer un propriétaire de plantation blanc devant un témoin. Elle n'avait plus rien à perdre. La recherche commença dans l'heure, mais elle fut chaotique et désorganisée. Des hommes, torches et chiens à la main s'aventurèrent dans les marais, appelant son nom, fracassant les sous-bois. Ils trouvèrent facilement la trace de sang, des gouttes menant de la maison aux rizières, puis vers la lisière des bois. Mais à la limite du marais, la piste disparut. Le sol était trop humide, trop embroussaillé, et dans l'obscurité, il était impossible de suivre quoi que ce soit avec certitude. Ils fouillèrent dans toute la nuit et ne trouvèrent rien, ni corps, ni vêtements. Aucun signe que Sarah avait été là, sauf cette trace de sang qui s'arrêtait à la lisière du marais, comme une ligne tracée dans le sable. À l'aube du 15 août, les chercheurs retournèrent à Marsh Bend, épuisés et bredouilles. Juste au moment où l'on pensait que l'horreur de Marsh Bend avait atteint sa conclusion, l'enquête révéla quelque chose qui a hanté la société de Charleston pendant des générations. Les autorités de Charleston arrivèrent à Marsh Bend dans l'après-midi du 15 août, dirigées par un magistrat nommé William Huger, accompagné du shérif, de 2 adjoints et d'un médecin nommé Dr. James Pello. Ce qu'ils trouvèrent était une plantation en chaos, la communauté d'esclaves terrifiée et silencieuse, le contremaître dépassé, et une scène de crime qui défiait toute explication facile. L'examen du corps de Josiah Crane par le docteur Pello fut minutieux et perturbant. Son rapport officiel, conservé aux archives du comté de Charleston, décrit des blessures cohérentes avec une force massive de compression appliquée au crâne, entraînant de multiples fractures, une hémorragie cérébrale et une mort immédiate. Le médecin nota que les marques sur le crâne de Crane correspondaient à des doigts d'une longueur et d'une largeur inhabituelles, et que la force nécessaire pour provoquer de telles blessures dépassait la capacité de la plupart des hommes, nécessitant une force d'une nature extraordinaire. L'enquête se concentra initialement sur la recherche de Sarah, mais au fil des jours, sans aucune trace, les autorités commencèrent à interroger tous les habitants de Marsh Bend. Ces témoignages recueillis peignaient un tableau inquiétant de la vie sur la plantation et de Sarah elle-même. Ruth raconta ce qu'elle avait vu, bien qu'elle fût clairement terrifiée par les conséquences. Son témoignage fut corroboré par Isaac, qui avait entendu le coup de feu et vu la piste sanglante de Sarah partir de la maison. D'autres esclaves témoignèrent de la taille de Sarah, de sa force, des années d'abus qu'elle avait subies, et de la vente de son enfant le matin du meurtre. La découverte de la blessure par balle compliqua la situation. Les autorités retrouvèrent le pistolet que Sarah avait jeté, et la balle logée dans le mur, derrière l'endroit où elle se tenait. Cela signifiait que Crane avait tiré sur Sarah avant qu'elle ne le tue, soulevant des questions juridiques délicates sur la légitime défense. Une personne asservie pouvait-elle se défendre contre son propriétaire? La loi disait non, mais les circonstances rendaient même les magistrats les plus endurcis mal à l'aise. Marcus fut longuement interrogé. Il se remettait encore de sa raclée, à peine capable de s'asseoir, mais les autorités soupçonnaient qu'il savait quelque chose sur l'endroit où se trouvait Sarah. Marcus maintint qu'il était resté dans sa cabane toute la nuit, trop blessé pour bouger, et qu'il ne savait rien de ce que Sarah avait fait jusqu'à ce qu'il entende le tumulte par la suite. Plusieurs autres esclaves confirmèrent de son récit.
Les autorités n'avaient limite pas d'autre choix que de l'accepter, bien qu'elles restassent méfiantes. Au fur et à mesure que la nouvelle du meurtre se répandait à Charleston et dans les environs, la réaction publique fut intense et divisée. Parmi les propriétaires de plantations, la peur et l'indignation régnaient. Si une femme esclave pouvait tuer son maître et disparaître impunément, qu'est-ce que cela signifiait pour la stabilité du système? Dès les réunions d'urgence furent convoquées, les patrouilles renforcées, et de nouvelles restrictions imposées au déplacement des esclaves. Mais dans d'autres communautés, notamment chez les Noirs libres et ceux opposés à l'esclavage, l'histoire prit d'autres dimensions. Sarah devint pour certains un symbole de résistance, pour d'autres une leçon sur la violence inévitable engendrée par l'esclavage. Pour d'autres encore, elle n'était qu'une mère poussée au-delà de toute endurance. La recherche de Sarah se poursuivit pendant des semaines, bien au-delà de Marsh Bend. Des chasseurs d'esclaves furent engagés. Des récompenses furent promises. Des rapports affluèrent de toute la région sur des sightings d'une femme correspondant à l'apparence distincte de Sarah. Une femme d'une taille extraordinaire, aperçue près de la rivière Santé. Une géante sur une route menant vers la Caroline du Nord. Une grande femme demandant de la nourriture dans une église reculée. Mais aucune de ces observations ne fut confirmée. Lorsque les enquêteurs firent un suivi, ils ne trouvèrent rien. C'était comme si Sarah avait été avalée par le paysage lui-même, devenant partie intégrante des marais et forêts entourant Marsh Bend. Puis, en septembre 1827, un événement inattendu se produisit. Une lettre arriva au bureau du magistrat de Charleston. Elle n'avait pas d'adresse de retour et avait été laissée dans un bureau de poste à Columbia, à plus de 160 km de Charleston. L'écriture était grossière mais lisible, l'orthographe incertaine mais compréhensible. Elle disait « À ceux qui cherchent la femme Sarah, je ne suis pas morte. Je ne reviendrai jamais. Je pars vers le nord pour retrouver mon fils. Si un homme tente de m'arrêter, il subira le même sort que Josiah Crane. Ne me suivez pas. » La lettre n'était pas signée, mais le magistrat Huger était convaincu de son authenticité. La formulation, la détermination, la menace semblaient toutes cohérentes avec ce qu'il savait de Sarah. Mais cela souleva plus de questions qu'elle n'en résolvait. Sarah avait-elle vraiment atteint Columbia? Était-elle encore vivante malgré sa blessure par balle? Et surtout, avait-elle réellement l'intention de retrouver son fils? Les autorités ne rendirent pas la lettre publique. Elles craignaient qu'elle n'inspire d'autres esclaves ou ne crée la panique parmi les propriétaires de plantations. Mais elles te la partagèrent confidentiellement avec des négociants et chasseurs d'esclaves de la région, leur demandant de surveiller une femme correspondant à la description de Sarah, notamment une femme posant des questions sur un enfant nommé Jacob, vendu en août. Nathaniel Gadsden, le marchand qui avait acheté Jacob, fut longuement interrogé. Il confirma qu'il avait vendu l'enfant à une famille nommée Afford à Savannah, en Géorgie, pour $500, seulement 2 jours après avoir quitté Marsh Bend. Les Afford furent contactés. Ils confirmèrent avoir acheté un bébé garçon à la mi-août et que l'enfant était en bonne santé et sous leur garde. Mais ils étaient compréhensiblement alarmés par l'histoire de Sarah et de ce qu'elle avait fait. Ils engagèrent des gardes armés pour surveiller leur propriété pendant des mois. Par la suite, à mesure que 1827 se transformait en 1828 puis 1829, la recherche active de Sarah s'estompa progressivement. Elle n'avait pas été retrouvée. Elle n'avait été signalée nulle part avec certitude. Les autorités conclurent qu'elle était probablement morte de sa blessure par balle, quelque part dans la nature. Son corps ne fut jamais retrouvé. L'affaire fut officiellement close, bien qu'un mandat d'arrêt contre elle resta en vigueur pendant des décennies. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là, car au fil des années, des décennies même, les rumeurs persistèrent. Dans les années suivant la disparition de Sarah, des histoires commencèrent à émerger dans tout le Sud à propos de rencontres avec une femme d'une taille extraordinaire. Ces histoires étaient chuchotées dans les quartiers d'esclaves, partagées dans les communautés de Noirs libres, parfois même rapportées par des voyageurs blancs
qui prétendaient avoir vu quelque chose d'inexplicable. En 1831, un groupe d'esclaves, en fuite, arrivant en Pennsylvanie via le chemin de fer clandestin, rapporta avoir été aidé par une femme qu'ils décrivirent comme un géant, plus grande que n'importe quelle personne qu'ils avaient jamais vue, se mouvant dans la forêt comme un esprit et connaissant tous les chemins cachés. Lorsqu'on lui demanda son nom, elle se contenta de répondre « Je cherche mon fils ». En 1835, un contremaître de plantation dans le nord de la Géorgie rapporta une rencontre avec une femme correspondant à la description de Sarah, qui était apparue à la limite de sa propriété, demandant des informations sur les ventes récentes d'esclaves. Lorsqu'il tenta de la retenir, elle le souleva du sol d'une main et le jeta comme un enfant. Lorsqu'il se remit et rassembla de l'aide, elle avait disparu. En 1842, une Quaker opérant une maison sûre sur le chemin de fer clandestin dans l'Ohio écrivit dans son journal à propos d'une visiteuse qui était restée une nuit. Une femme d'une stature et d'une prestance extraordinaire arriva à leur porte, cherchant un abri et des informations sur l'emplacement d'un enfant vendu depuis Charleston des années auparavant. Elle ne donna pas son nom. Elle portait d'anciennes cicatrices, laissant supposer la violence. Elle pleura lorsqu'on lui dit que nous n'avions aucune information sur son fils. Le lendemain matin, elle était partie. Ces histoires, et des dizaines d'autres similaires, devinrent partie de la légende de Sarah Drummond. Mais furent-elles de vraies ces rencontres, ou des mythes construits sur une base d'espoir et de peur? Les archives historiques ne donnent pas de réponse définitive. Ce qui est documenté, c'est que dans les décennies suivant 1827, plusieurs plantations en Caroline du Sud et en Géorgie rapportèrent des vols de nourriture, de vêtements et de médicaments, avec des témoins décrivant le voleur comme une femme d'une taille inhabituelle. Certains propriétaires de plantations furent convaincus que Sarah vivait dans les marais et les forêts, survivant grâce à des biens volés et aidant peut-être d'autres fugitifs à s'échapper vers la liberté. Un récit particulièrement détaillé provient d'un journal tenu par un propriétaire de plantation nommé Samuel Gillard, dont la propriété bordait la Francis Marion National Forest en Caroline du Sud. Dans une entrée de 1838, Gillard écrivit « Mon contremaître jure avoir vu le géant qui a tué Josiah Crane il y a toutes ces années. Il dit qu'elle observait notre propriété depuis la lisière des bois, au crépuscule, debout si immobile qu'elle semblait faire partie de la forêt elle-même. Lorsqu'il s'approcha, elle se retourna simplement et disparut dans les bois. Il la suivit pendant 1 mile, mais perdit la piste dans un ruisseau. J'avoue que je ne sais pas s'il faut le croire ou attribuer cela à une imagination trop active, alimentée par trop de whisky. Mais il était vraiment secoué, et ce n'est pas un homme enclin à des fantaisies. La légende de Sarah prit des significations différentes selon les communautés. Parmi les esclaves, elle devint un symbole de résistance, un rappel que même la personne la plus opprimée pouvait se révolter contre son oppresseur. Des chansons furent chantées à son sujet dans les quartiers d'esclaves, toujours avec prudence, toujours en code. Dans certaines versions de ces chansons, Sarah devint une sorte d'esprit vengeur, protégeant les fugitifs et punissant les maîtres cruels. Parmi les Blancs du Sud, en particulier les propriétaires de plantations, Sarah devint un récit de mise en garde sur les dangers de pousser les esclaves trop loin, mais aussi une histoire monstrueuse utilisée pour justifier des contrôles et des punitions encore plus sévères. Certains prétendaient qu'elle était devenue cannibale, vivant dans les marais. D'autres disaient qu'elle avait perdu la raison et attaquerait tout blanc qu'elle rencontrerait. Ces histoires, aussi absurdes soient-elles, révélaient des angoisses profondes concernant le système de l'esclavage lui-même et ce qui pourrait arriver si ce système était véritablement défié. Les communautés noires libres et les abolitionnistes du Nord racontaient encore une autre version de l'histoire de Sarah. Dans leur récit, elle devint une héroïne qui avait porté un coup à la liberté et s'était ensuite échappée vers le Nord, peut-être même jusqu'au Canada. Certains affirmaient qu'elle avait retrouvé son fils, d'autres disaient qu'elle était devenue une conductrice active
du chemin de fer clandestin, utilisant sa connaissance des forêts du Sud pour guider des centaines de personnes vers la liberté. La vérité, comme souvent avec les légendes, était probablement bien plus banale et tragique que n'importe laquelle de ces histoires. Mais un fait restait incontestable. Sarah Drummond n'a jamais été capturée, jamais confirmée morte et jamais vue de manière certaine par quelqu'un pouvant le prouver. En recherchant cette haute histoire, j'ai examiné chaque document, chaque témoignage, chaque fragment de preuve restant de cette nuit d'août 1827 et des années qui ont suivi. Et bien que je ne puisse vous dire avec une certitude absolue ce qui est arrivé à Sarah Drummond après qu'elle ait grimpé par cette fenêtre de bibliothèque et disparu dans les marais, je peux vous dire ce que les preuves le suggèrent. La blessure par balle que Sarah reçut de Josiah Crane était sérieuse. Le rapport du coroner notait du sang sur les lieux, compatible avec une blessure importante. Le docteur Pello, qui examina la scène le lendemain, déclara que sans traitement médical, une telle blessure conduirait probablement à une infection et à la mort dans les jours ou semaines suivants. Sarah n'avait pas accès à des soins médicaux. Elle était une fugitive dans un environnement hostile, activement traquée par des hommes avec des chiens et des armes. Le scénario le plus probable, celui que la plupart des historiens ayant étudié ce cas acceptent, est de que Sarah mourut quelques légers jours après avoir échappé à Marsh Bend. Elle parvint probablement à s'enfoncer dans les marais, suivant peut-être des cours d'eau où les chiens ne pouvaient pas suivre son odeur, mais succomba finalement à sa blessure. Son corps, si elle mourut dans les marais profonds, aurait été rapidement consommé par l'écosystème. Alligators, cochons sauvages et le simple processus de décomposition dans cet environnement chaud et humide. En quelques semaines, il n'y aurait plus rien à trouver. Cette explication rend compte du fait qu'aucune observation confirmée de Sarah n'ait jamais eu lieu, que les autorités n'aient jamais trouvé de preuves tangibles de sa survie, et que la trace de sang de Marsh Bend se soit terminée si abruptement. C'est la conclusion rationnelle, fondée sur les preuves. Pourtant, certains détails ne correspondent pas tout à fait à cette explication nette. La lettre reçue à Columbia était réelle. Quelqu'un l'avait écrite. Quelqu'un qui connaissait des détails sur Sarah qui n'étaient pas connus du public. Si Sarah mourut dans les marais près de Marsh Bend, qui a écrit cette lettre? Les rapports des opérateurs du chemin de fer clandestin sont également difficiles à écarter totalement. Ce sont des personnes sérieuses, engagées dans leur cause, et non enclines à répandre de fausses rumeurs. Lorsqu'ils signalèrent des rencontres avec une femme correspondant à la description de Sarah, ils le firent dans des correspondances privées et des journaux personnels, et non dans des déclarations publiques destinées à inspirer ou tromper. Il y a encore une preuve que j'ai réservée pour la fin, car elle est peut-être la plus intrigante et la plus difficile à vérifier. En 1889, 62 ans après la mort de Josiah Crane, un médecin à Philadelphie nommé Dr. Robert Hayes soignait une femme noire âgée dans son lit de malade. La femme mourait, et dans ses derniers jours, elle raconta au Dr. Hayes une histoire. Elle affirma que sa mère avait été une esclave en fuite de Caroline du Sud, une femme d'une taille extraordinaire qui avait tué son propriétaire dans les années 1820. La femme dit que sa mère avait survécu pendant des années dans la nature avant de parvenir finalement au nord, grâce à l'aide des communautés noires libres et des Quakers abolitionnistes. Elle dit que sa mère avait recherché son premier enfant, un fils nommé Jacob, pendant plus d'une décennie, mais ne l'avait jamais retrouvé. Finalement, elle s'était installée en Pennsylvanie, avait pris un nouveau nom et avait vécu paisiblement jusqu'à sa mort en 1867. Le docteur Hayes écrivit cette conversation dans une lettre à un collègue, notant qu'il avait trouvé l'histoire de la femme remarquable, mais impossible à vérifier. La femme elle-même mourut 2 jours après leur conversation. Le docteur Hayes ne sut jamais son nom et ne fit aucun effort pour enquêter sur ces affirmations. La lettre fut découverte en 2003 par un historien étudiant les pratiques médicales de l'ère de la guerre de sécession à Philadelphie. Cette femme pouvait-elle être la fille de Sarah Drummond? Sarah aurait-elle vraiment survécu, réellement échappé,
ait vécu jusqu'à un âge avancé en Pennsylvanie? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Les preuves y sont trop minces, trop circonstancielles, séparées par trop d'années. Ce que nous savons, ce qui est incontestablement documenté et réel, c'est ce qui s'est passé dans la nuit du 14 août 1827 dans cette bibliothèque de Marsh Bend. Nous savons qu'une femme, traitée comme une propriété, exhibée comme une curiosité, travaillant jusqu'à l'épuisement, battue et humiliée, atteignit enfin un point où elle n'avait plus rien à perdre. Nous savons que lorsque son enfant lui fut enlevé, lorsque la dernière chose qui lui importait fut arrachée de ses bras et vendue pour $400, quelque chose en elle se brisa. Ou peut-être ne se brisa-t-elle pas. Peut-être que cela se cristallisa en quelque chose de dur, définitif et imparable. Nous savons que Josiah Crane mourut cette nuit-là, son crâne écrasé par les mains nues de Sarah. Nous savons que Sarah disparut et ne fut jamais retrouvée. Et nous savons que pendant près de 2 siècles, les gens se sont interrogés, ont débattu et raconté des histoires sur ce qui est réellement arrivé à la géante esclave de Charleston. La vérité est probablement plus simple et plus triste que les légendes. Mais ces légendes persistent parce qu'elles parlent de quelque chose de fondamental sur l'esprit humain et ce qui se produit lorsque cet esprit est poussé au-delà de ses limites. Sarah Drummond, qu'elle soit morte dans ces marais ou ait vécu jusqu'à un âge avancé en Pennsylvanie, devint plus qu'une simple femme. Elle devint un symbole de résistance, d'amour maternel, du point de rupture où l'oppression se transforme en rage et la rage en action. Et c'est peut-être pour cela que son histoire n'a jamais été oubliée, même lorsque les faits eux-mêmes sont devenus incertains. Parce que nous voulons croire que Sarah a survécu. Nous voulons croire qu'elle a retrouvé son fils, ou au moins qu'elle a vécu libre quelques années avant de mourir. Nous voulons croire qu'une personne ayant tant souffert et lutté si farouchement ait été récompensée par autre chose qu'une mort solitaire dans un marais. Mais l'histoire ne traite pas de ce que nous voulons croire. L'histoire traite de ce qui est arrivé, de ce qui peut être documenté et prouvé. Et la vérité documentée est la suivante. Sarah Drummond a tué Josiah Crane le 14 août 1827, puis a disparu des archives historiques aussi complètement que si elle n'avait jamais existé. Mais elle a existé. Les registres de vente le prouvent, les examens médicaux le prouvent, les témoignages le prouvent, et surtout, le crâne écrasé de Josiah Crane le prouve. Sarah Drummond était réelle. Ce qu'elle a fait était réel. Et quelque part dans les marais de Caroline du Sud, ou les forêts de Géorgie, ou peut-être dans une tombe tranquille en Pennsylvanie, ses os reposent encore. Quant à Jacob, le fils de Sarah, son destin peut être suivi avec plus de certitude. Les archives montrent que la famille Hafford de Savannah l'a élevé comme domestique. Il vécut jusqu'en 1891, mourant à l'âge de 64 ans, et fut enterré dans un petit cimetière près de Savannah. Dans ses dernières années, après l'émancipation, Jacob travailla comme charpentier et eut sa propre famille. Selon des interviews réalisées avec ses descendants dans les années 1930, dans le cadre du Federal Writers Project, Jacob connaissait l'histoire de sa mère et ce qu'elle avait fait. Il racontait à ses enfants qu'il avait toujours avec lui un petit jouet en bois en forme de cheval, fabriqué par son père Marcus, avant d'être vendu loin de Marsh Bend. Il nomma sa première fille Sarah. Ce mystère nous montre que même dans les périodes les plus sombres de l'histoire américaine, il y eut des individus qui refusèrent d'accepter leur déshumanisation, qui se sont rebellés contre des obstacles impossibles et qui sont devenus des légendes, précisément parce qu'ils ont osé y résister. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que Sarah a survécu, était parvenue au nord, ou est-elle morte dans ces marais près de Charleston? Pensez-vous que le récit du médecin de 1889 était réel ou juste une autre légende fondée sur l'espoir? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous avez apprécié ce récit et souhaitez d'autres histoires d'horreur enracinées dans l'histoire réelle des États-Unis, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez-le avec quelqu'un qui aime les mystères qui brouillent la ligne entre faits documentés
et légendes persistantes. À la prochaine vidéo.